Charger Daytona, en vrai, moi, je veux dire, il n'est pas plus beau, pas plus laid qu'en photo. C'était direct qu'est-ce que je m'attendais. Là, il mettait de la boucane, là, un petit franchot de boucane. Je sais pas quoi. Il faisait des tests quand on était là-bas. Beau modèle, j'ai hâte qu'est-ce que ça va être sur la route. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joe Torque. Moi, c'est Eve Torque. Alors aujourd'hui, on vous parle de notre visite au Salon de l'Auto de Toronto. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a remarqué? Qu'est-ce qu'on a aimé? Oui, petite visite à Toronto. On est descendu là-bas. Je vous rappelle qu'on est des fervents gens qui visitent sur un salon de l'auto. Ça faisait un petit bout qu'on n'était pas été à Toronto. La dernière fois qu'on était allé, c'était en 2020, je pense, si je me rappelle bien. Je pense qu'on n'a pas pas raté grand-chose depuis ce temps-là. Mais là, le salon de Toronto est revenu en force, je pourrais dire. Est revenu dans la game des salons de l'auto. Je pourrais dire, vite fait, le salon de l'auto de Toronto, on voit une amélioration depuis la pandémie. Ça fait du bien parce qu'on va se le dire, depuis la pandémie, on voyait que les salons de l'auto, ça allait juste en dégradant. Oui. On a vu une amélioration à Montréal, mais c'était pas, je pourrais dire, peut-être à l'attente de plusieurs gens. À Toronto, c'est le contraire. C'est pas revenu comme dans les belles années, mais ça a augmenté beaucoup. C'est beaucoup mieux, puis il y a beaucoup de participants. Fait que là, on a fait le tour assez vite fait. C'est sûr et certain, on était là pendant la journée média. On a jasé beaucoup avec plusieurs gens de plusieurs compagnies. On vous a un peu filmé, vite fait, tout ce qui nous a un peu... Taper dans l'œil. C'est ça, taper dans l'œil, ces choses-là. Il y a une couple de véhicules que je m'ai rendu compte qu'on n'a pas assez de rette, là, qu'on n'a pas remarqué. Mais c'est sûr et certain, quand on est là-bas, puis on jase avec beaucoup de gens, des fois, ça risque que on manque de certaines choses. Aussi, nous, on ne suit pas un peu le train des journalistes, je pourrais dire, là, parce qu'on veut être tranquille, justement, pour filmer avec pas 40 personnes devant le véhicule. Exactement. Fait qu'on commence notre visite du salon de l'auto. On est allé chez Cadillac. On a vu encore une fois l'Escalade IQ qui est d'une autre couleur. Ça, c'est le fun quand ils ont plusieurs modèles, que c'est pas toujours les mêmes modèles qui amènent à Montréal puis à une autre place. Malheureusement, à côté, il y avait le CT5V Blackwing redessiné qu'on n'a pas filmé, qu'on n'a pas remarqué. Mais tu sais, des fois, quand on arrive dans ces booths-là, pendant ces journées-là, des fois aussi, il y a des entrevues. Puis des fois, quand ils font des entrevues, on ne veut pas être un peu dans le chemin des autres personnes qui filment ces choses-là. Très beau modèle. Là, il était dans une couleur un peu plus burgundy, comment t'appelles ça en français? Bourgogne. Bourgogne. Intérieur un peu plus bleu. On voit que c'est un très beau véhicule. C'était le fun de le voir d'une autre couleur. Un très beau boot aussi à Toronto. Similaire à celui de Montréal, un petit peu plus gros, je pourrais dire, de ce côté-là. Par la suite, on va chez Chevrolet. On a vu une belle Corvette Z06. Puis on a le temps dessus, fait par Ron Fellow, de 1 minute 22-12. Alors, je rappelle que dans le temps, j'avais été faire de la piste de course avec lui dans un espèce de programme Camaro. Puis, justement, il me parlait qu'il y avait le tour record avec la fameuse Z06, l'ancien modèle qui était avec le moteur à l'avant. Puis, il voulait justement mettre la ZR1 sur sa piste, puis il n'y en avait pas une sous la main pour battre son propre record. Puis, il m'avait parlé que Porsche était venu à un moment donné battre son record avec sa Corvette, avec la GT2 RS. Puis, c'était l'équipe Porsche avec des ingénieurs, tout ça. Puis, ça l'avait choqué un peu. C'est pour ça qu'il a emmené la ZR1. Puis, Ron Fellow, il y a comme deux pistes de course. Je pense qu'il y en a une vraiment en Ontario. Puis, l'autre, je pense, c'était au Nevada. Puis, au Nevada, là, il avait établi vraiment son record avec la ZR1. Mais là, je vois qu'il a refait le record avec une Z06. Puis Ron Fellow, si vous le connaissez, c'est un pilote dans le temps qui conduisait justement une Corvette. Fait que c'est vraiment un pro Corvette. Pour lui, c'est important d'avoir son record sur sa piste avec une Corvette. C'est ça. Puis c'est lui qui est responsable aussi de faire plusieurs programmes GM quand on veut piloter. Fait que souvent, quand on achète une Corvette, puis des fois, il y a des... Tu sais, des fois, on achète un véhicule, puis il y a comme un programme de conduite attaché à ça. Mais pour Corvette, c'est attaché avec Ron Fellow au Canada. Je pense qu'aux États-Unis aussi, mais tu sais, il faut que je vérifie. Qu'est-ce que je vous dis, ça fait une couple d'années de ça, mais je pense que c'est encore d'actualité. Même chose, il faisait des trucs avec Camaro, il faisait aussi des trucs avec Cadillac.
Oui. Fait que c'était cool de ce côté-là. Quand j'ai vu le petit sticker 1 minute 22, je trouvais ça cool. Dit, là, il a refait il a refait ça. Un super pilote aussi, Ron Fellow. Là, il est super sympathique, un gars très simple. Son gars aussi, il pilote à cette heure, Sam Fellow. Puis c'est cool de voir ça aller. On continue chez Chevrolet. Beaucoup de nouveautés chez Chevrolet. Là, je vous montre le Traverse. On l'avait un petit peu moins parlé au Salon de l'Auto de Montréal. Il était au Salon de l'Auto de Montréal, mais là, on disait qu'on a eu plus de temps à le regarder. Je trouve qu'il est très beau. Ça a été de plus en plus Chevrolet, on rend ça carré. On en a parlé dans l'épisode d'Equinox. Ça revient de plus en plus, ça a l'air plus d'un espèce de Tao, je pourrais dire. Quand on voit le système d'échappement qui est plus carré, je trouve qu'il y a une très belle finition. Ça fait beaucoup moins espèce de minivan comme auparavant. Vraiment. Puis je trouve que c'est un véhicule, autant en photo qu'en vrai, il nous a pas déçus. Là. Il y a vraiment une belle prestance en vrai. Là. Des fois, il y en a en photo, sont super. On arrive en vrai, on est comme mais là, c'était vraiment beau. C'est drôle que tu dis ça parce qu'il y en a plusieurs que quand on voit en vrai puis tout ça, ça fait une différence. Là, un véhicule très important, l'Equinox EV, puis à Toronto, ils ont annoncé le prix que ce serait le véhicule le plus abordable. Tu te souviens-tu du prix? On a fait une publication là, avec... on a mis une belle petite photo de toi avec le prix exact. L'Equinox EV qui promet d'être le véhicule le plus abordable au Canada avec une autonomie de plus de 500 km. Je pense qu'il part 48 000. Oui, 48 199. Fait que c'est très intéressant de ce côté-là. Un véhicule sous la barre des 50 000 qui va offrir plus de 500 km d'autonomie. En plus, il est beau. La seule affaire, le petit hic que j'ai remarqué, là, c'est juste qu'il est traction avant. Il n'est pas traction intégrale. OK. Fait que, même. Je pense que c'est comme ça qu'ils sont capables d'atteindre le prix compétitif. Là. Le prix, puis aussi la distance. Fait qu'un beau petit véhicule, ça, c'est une super bonne nouvelle. Ça. On en parle souvent. C'est beau, les véhicules électriques, là, mais un véhicule électrique qui peut nous... on peut l'avoir à un prix accessible, premièrement, pas à 100 000. Puis, deuxièmement... un véhicule qui vient un petit peu enlever l'anxiété d'autonomie. Oui. Parce que là, on a beaucoup... Ça, c'est un véhicule vraiment fonctionnel. En plus, il est beau. Moi, je suis comme, il est beau. C'est un beau VUS, c'est pas une soucoupe volante. Le prix est abordable. C'est vraiment un véhicule fonctionnel. Tu sais, là, tu as l'espace, tout ça. C'est un véhicule moderne, mais pas extraterrestre, que j'appelle. C'est pas comme une Ioniq 6 ou quelque chose du genre. Là. Non, c'est ça. Qui a un design over the top. 500 km, c'est beaucoup parce que je me rappelle pas si on a fait l'essai d'un véhicule qui a topé le 500 km. De mémoire, aucun. De toutes les deux, ceux qu'on a essayé, même des super chers, habituellement, ça a toujours été 350, 400, 420. Oui. On a rarement dépassé 450. 500, ça commence à être très intéressant. Vraiment. Surtout là, pour tous ceux qu'on recharge tout le temps 80 %. Là. Oui. Fait que là, ça te fait un bon 400 à peu près, là, 420. S'il fait le fameux 500. Mais je pense qu'ils sont prêts pour ça. On a vu aussi, ils avaient amené tout leur Silverado EV. Il y en avait un Work Truck. Lui, c'est la RST. Je trouvais ça le fun de le regarder en vrai. Il est plus sport, tout ça. Un beau camion très rond. C'en est un des camions qui étaient supposés être sortis. Je pense qu'ils sont prêts et qu'ils attendent parce qu'ils essaient de voir qu'est-ce qui se passe avec le marché, qu'est-ce qui se passe avec les Lightning, ces choses-là. Moi, je pense que Silverado EV et le Sierra EV sont prêts. On a vu le fameux Equinox en vrai. C'en est un que je trouvais qui était plus beau en photo qu'en vrai. Oui. Moi aussi. En vrai, je trouvais qu'il ressemblait beaucoup à un Trailblazer. Oui. C'est vraiment... On est arrivés, puis Ben, les deux, on a eu le même feeling, pas mal. Là. Puis, tu sais, on l'avait... Je vais être franc avec vous, on l'avait oublié de le filmer, puis on avait repassé dans le bout de Chevrolet, puis on a fait comme c'est le nouveau Equinox qui est là, puis de loin... Il attire pas l'œil. C'est ça, on pensait que c'était littéralement... un peu peut-être un espèce de Trailblazer. Il est très beau, là. C'est pas ça. C'est juste que... parmi les autres, il passe un peu plus inaperçu. C'est ça. Il fit bien dans la famille Chevrolet. Oui. Mais à comparer de l'avant, il est beaucoup mieux. Oui. Chez GMC, on avait le Sierra EV Denali. On avait déjà vu le AT4 auparavant. Le AT4 est beaucoup plus agressif. Il y a des roues hors route, tout ça. Là, c'est la version Denali. Je préfère la AT4 là, à moi parce qu'il était plus agressif avec les pneus vraiment hors route, montés sur des 22 pouces. Mais là, qu'est-ce que j'aime bien et que j'ai filmé, on voit bien
le passage là, en arrière, comme l'Avalanche l'avait dans le temps, qu'on peut voir comment on peut charger des trucs loin, comme un canot, des planches vraiment cool. C'est le fun qui ramène ça. Tu sais, GM, là, souvent, là, ils viennent avec des innovations qui sont comme un peu trop à l'avance où les gens ne comprennent pas. Oui. Là, il faut qu'ils attendent une couple de temps pour les ramener. c'est ça. Tu sais, là, justement, ça, dans le temps, il y a beaucoup de gens qui aimaient ça, mais ça n'a pas pogné tant que ça. Là, ils ramènent ça, puis là, ça fait du sens, puis tout ça. Le nombre de choses GM ils font, là, puis ils étaient trop en avance. Là. Même une fois, je regardais une vidéo de Doug DeMuro, là, puis il était avec un... c'était comme dans le temps qu'il faisait des Blazers puis des Jimmy. Oui. Puis là, c'était la première année qu'ils ont fait un Oldsmobile Bravada. On n'a pas eu ça au Canada. Là, c'était un VUS de luxe. Puis là, au lieu de le mettre 4x4, il avait mis all-wheel drive. Tu sais, il se compliquait la vie, là. Ah oui. Parce que là, il se disait que les gens qui conduisent un VUS de luxe, ils ne voulaient pas shifter leur 4x4 parce que dans ce temps-là, by the way, tu avais un bâton, là, vraiment, pour shifter en 4 roues motrices. T'as encore ça des fois dans les Jeep, là. Mais là, il y avait vraiment mis un système all-wheel drive là-dedans. Tu sais, c'est pour te dire comment que, des fois, ces grosses compagnies-là, ils innovent, mais des fois, ils font des trucs un peu genre que t'es pas au courant. Même l'autre jour, j'ai vu les gars de TFL Truck, ils ont trouvé un Silverado. Je me souviens pas comment il s'appelle. Il s'appelle quelque chose. J'avais jamais vu ça. Puis dans ce temps-là, je travaillais pour GM. Là. C'était pas le hybride, c'était un autre. C'était comme un espèce de... C'était comme un genre de hybride branchable avec une grosse batterie. Puis ils en ont fait 500 ou quelque chose de genre. C'était un truc ultra rare. Puis c'est quasiment une expérimentation sur la route. Puis il l'a trouvé comme dans un encan ou quelque chose de genre. Puis même eux autres, t'as comme jamais vu ça. Puis moi, je suis dedans, j'ai jamais vu ça, ce truc-là. Personne ne l'a jamais vu. C'est ça. Oui. En tout cas, c'était cool à voir. Encore une fois, tu sais, chez GMC, là, on va être franc, j'avais l'œil encore sur le Hummer. On a hâte d'essayer les fameuses plateformes Ultium. Mm-hmm. Il y en a plein qui disent encore une fois, on n'est pas électrique. On a hâte d'essayer ces véhicules-là. Là, on voyait qu'il était vraiment remonté. J'aime ça. Il était en mode extract mode qu'on appelle. Là. Puis là, il était vraiment jacké avec une espèce de bleu, flat bleu-gris. Je trouve qu'elle est très belle, la couleur du Hummer. Oui. Là. De même, là, je le prendrais de même. Il est très, très cool. Puis, tu sais, jacké dans le mode extraction, je trouve que c'est tout un véhicule. Oh, ouais, c'est très, très cool. Là. Puis, un autre véhicule qui comme sur notre liste, là, on a hâte de l'essayer. On a hâte de voir qu'est-ce que ça a de l'air, qu'est-ce que ça donne. Puis là, on est allé un petit peu chez Toyota. Chez Toyota, regardez, on avait le Land Cruiser, on ramène un style rétro. Si vous savez, nous, on est fans vrai camion carré rétro. Je trouve ça cool chez Toyota qui ramène ça. Puis je pense que ça va bien marcher. Là. Ça fait vrai camion, ça fait pas camion gogos. Moi, je trouve que il est très réussi, le Land Cruiser. Moi, j'aime vraiment qu'il ramène toute la mode des camions carrés. Il y a plusieurs manufacturiers qui se sont mis là-dedans cette année. Puis je trouve que j'aime vraiment plus quand la mode est au VUS carré que quand ils se mettent à arrondir toute la gamme de leurs véhicules. Oui. Puis on a aussi été voir un petit peu les Tacoma. Là, il y avait une édition spéciale, Trail Hunter. C'est un véhicule qui est très, très demandé sur la chaîne. On espère vraiment que Toyota Canada va travailler avec nous bientôt pour qu'on puisse mettre à l'essai leurs camions. Pour qu'on vous dise notre avis sur ces camions-là. Oui. Il est très intéressant, le nouveau Tacoma. Puis là, il y a beaucoup d'options sur celui-là, mais je regardais beaucoup la suspension de celui-là puis l'autre à côté. Puis regardez, ils se sont quand même attardés un petit peu sur la suspension, le bras de suspension, tout ça. Je vais vous le montrer un petit peu plus. On le voit sur le TRD, là. Regardez tout ça, là, on voit qu'il a été changé, on voit qu'il y a quand même une attention aux détails, tout ça. Oui. Puis je pense que dans ce segment-là, le Tacoma, ça faisait un bout de temps qu'il n'avait pas changé. Puis c'est un modèle très intéressant. Il faut juste qu'on le teste. C'est ça. Il est intéressant en photo. On risque de faire beaucoup, beaucoup de petites camionnettes cette année. Tout ce qui est Colorado, Canyon, Ranger. On espère faire le Tacoma.
etc. Même cette semaine, on était supposé avoir le Colorado ZR2, puis c'est un véhicule en route, ils sont tout le temps brisés par des mystérieux. Des gens mystérieux qui font je sais pas quoi de mystérieux avec des pick-up. Oh, ça, c'est une histoire pour un autre jour. Quand il y a une vocation en route, il y en a qui font les tests ultimes qu'on voit jamais sortir. Il y en a qui se mélangent entre un pick-up et un tank, on dirait. Ouais. On dirait qu'ils ont eu le temps d'aller à la guerre avec, puis je sais pas, là, ils ont une espèce de fossé chez eux, puis ils se calent le truck, vont passer dans le fossé. On sait pas qu'est-ce qu'ils font, là. Des fois, on prend des... C'est arrivé, là. Des fois, on raconte pas toutes les mésaventures qu'on a eues, mais des fois, on essaie des véhicules en route, puis ils sont tellement endommagés, là, que, exemple, où on va le porter, où on s'arrange, puis on parle à un gars du garage, puis il est comme, qu'est-ce que vous avez fait? Ah oui. C'est comme, c'est impossible. Vous avez sauté toutes les dents à telle place, vous avez fait ça. Ben, écoute, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. I guess qu'ils sont à 120 sur l'autoroute. Ah oui, puis tu sais, c'est toutes les marques. Là. C'est chez Chevrolet, chez Ford, chez Toyota. On a déjà entendu des frames pliés et tout chez Toyota dans le temps. Des Broncos pétés, comme on en a eu, qui étaient tout le temps cassés. Des Jeeps qui avaient été cassés. Les Jeeps sont quand même tough, là, je pourrais dire. Là. J'en ai vu qui avaient brassé les Jeeps, puis les Jeeps n'avaient pas trop cassé. J'étais surpris de ce côté-là. Mais tout ce qui est pick-up hors route, là, quand on a eu la TKTX, là, le ZR2 est cassé. Ça se peut que ça soit un accrochage, ça se peut que ça soit un accident banal d'hiver, mais... Souvent, c'est over-testé que monsieur, madame, tout le monde, même les gens qui travaillent avec leur camion, ne feraient pas ça. On va se dire, nous, notre spécialité, souvent, c'est les camions, puis les véhicules hors route, ces affaires-là, c'est un petit peu notre sauce secrète à nous, qu'on aime, puis les gens aiment beaucoup ça, puis c'est souvent les vidéos qui marchent le plus pour nous. Fait que nous autres, quand on arrive et il est brisé, on trouve ça ordinaire. C'est un turn-off. Bon, on continue dans la même vocation, Toyota, Lexus. Chez Lexus, on a vu le fameux... on a vu le GX 550. Fait que ça, c'est comme le Land Cruiser, mais version Lexus. Des véhicules qui s'en viennent de plus en plus populaires aux États-Unis à cause du overlanding. Oui. Puis il y en a beaucoup qui commencent à prendre ce camion-là pour faire justement du overlanding, mais version de luxe. Donc, il y a un autre beau design chez Lexus, puis ça fait changement aussi chez Lexus d'avoir quelque chose de plus carré comme ça. Hein, quand on voit tout le temps leurs petits VUS qui sont très arrondis en général. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'il y a une inspiration Range Rover? Oui, mais tu sais, ça c'est sûr et certain que dans ces camions-là, ça revient tout le temps un petit peu à ça. Mais tu sais, je fais une pause, là. Tu sais, le Land Cruiser, ça fait très, très longtemps qu'il existe. C'est parce qu'ici, au Canada, à un moment donné, on ne l'avait pas, le Land Cruiser. Puis, les gars, là, mettons dans les safaris, c'est soit qu'il y avait un Land Rover ou un Land Cruiser. En Afrique, là, tu sais, pour aller voir, mettons, les lions puis les zèbres, ça va là. On est allé aussi chez Polestar. Il y avait un boot. On a vu la Polestar Model 3. Un très beau design. Je trouve que c'est un auto qui se démarque vraiment des autres. On dirait que c'est un peu une familiale qui a été shrinkée un peu. Puis, tu sais, j'ai remarqué gros les lignes du véhicule, qui étaient, surtout à l'avant, là, dans le hood, tout ça, là, c'est très spécial. On voit Eve dans le background. Là. Mais regarde ici, là, le hood là, qui vient faire une ligne comme ça. Ça vient rentrer. Moi, qu'est-ce que j'aime? Moi, c'est à l'arrière. La ligne du design à l'arrière de la lumière se poursuit tout le côté de l'aile du véhicule. Oui. Mais ça, je trouve que, tu sais, ça fait... on dirait que ça a été Lincoln puis Dodge qui ont fait ça. Puis là, on dirait que ça route à Star, c'est des Lincoln des Dodge de loin. Ça, on dirait que tout le monde le fait un peu à Star. C'est beau, je dis rien, mais on dirait que tout le monde a ça à Star. Ouais, toute la ligne. Mais, un beau modèle, le Polestar 3. Je trouve qu'il est beaucoup mieux réussi que le 2, là, à mon ami, à moi, design-wise. Ah oui. Chez Ford, on ne s'est pas attardé tellement. Il n'y avait pas tellement de nouveautés à comparer de ce qu'on avait vu à Montréal. C'est sûr, certain, il y avait toute la Mackie Rally, tout ça. On a vu le nouveau Explorer. Ça, c'en est un qui paraît mieux, en vrai. Qu'en photo. Qu'en photo ou en vidéo. Oui. En vrai, il était beaucoup mieux. Même mon vidéo, on dirait qu'il fait plus... On dirait qu'il est plus fade en vidéo, mais en vrai, il y avait beaucoup plus de prestance. Là, on voit, regarde, il y a plein de monde alentour de moi. Les commençaient à avoir plus de monde, c'est plus dur à filmer. Mais non, en vrai, il paraissait bien. Puis on voyait les différences aussi à l'arrière, tout ça. On voyait qu'il y a eu des bonnes améliorations. J'ai filmé vite fait l'intérieur avec le nouvel écran, tout ça.
Non, lui, je trouve qu'il paraît beaucoup mieux en vrai. Fait que avant, j'étais comme, tu sais, on dirait qu'on m'a fait le design, puis tu sais, quand on a fait notre épisode, mais en vrai, c'est une autre histoire. Oui, en vrai, il était mieux. Ça, c'est important des fois. Tu sais, des fois, on voit des véhicules, puis là, des fois, on a une impression en vrai ou une impression en photo. Je le trouve beau, mais c'est pour ça que les salons de l'auto, c'est important. Oui. On les voit en vrai, on peut tous les voir, on peut les comparer, on peut s'asseoir dedans. Tu sais, c'est où qu'on peut aller s'asseoir puis comparer back-to-back une marque avec l'autre sans se faire achaler par les vendeurs. Sans prendre rendez-vous que, tu sais, mettons, tu veux juste aller t'asseoir dedans, voir comment tu fais dans le véhicule, puis là, t'es assis, puis t'es-tu prête à aller faire la demande de crédit? Wow. Non, mais je vais juste aller m'asseoir dans le véhicule, tu sais. Non. On va se le dire, là, le concessionnaire, là, c'est la grosse pression, puis c'est pas agréable, puis on peut pas faire un puis l'autre, tu sais, c'est ça. Mettons, tu sais, t'es comme, je check entre, mettons, un Explorer ou un Highlander là, chez Toyota, tu sais, faire back-to-back, à part si les dealers sont un à côté de l'autre ou tu regardes les usagers, tu peux pas faire ça. Puis, c'est pour ça que les salons de l'auto sont importants. Oui. Là, j'ai filmé le Bronco Raptor parce que je trouvais spécial parce que les ailes sont peinturées. Oui. Puis, je pense que j'aime moins ça que quand ils sont... Il a l'air moins agressif. Là, il a l'air plus de luxe. Que s'il les avait mis noirs. Ouais. Oui. Puis c'est sûr, c'est plus facile à graffiner, mais je savais pas que c'était une option qu'on pouvait commander le véhicule comme ça. Je pensais que le Raptor venait toujours avec les ailes un peu comme en espèce de plastique, là, pas peinturé comme ça. C'est pour ça que j'ai les peintures. C'est pour ça que je l'ai filmé de ce côté-là. Mais il paraît très bien, mais moi, je préfère avec les ailes. Toi, t'aimes-tu mieux peinturé ou pas peinturé? Écoute, je trouve que ça fait tellement un look différent. Je le trouve beau comme ça. Mais je trouve que ça enlève vraiment un côté agressif au véhicule, on dirait. Puis je vais dire comme toi, puis pour avoir testé les véhicules, souvent, les ailes comme ça peinturées, j'ai peur que ça se graffine. Ça va peut-être pas rester beau. C'est pour que ça soit plus beau, faut que ça soit plus de luxe. Ouais. Il y en a qui font ça sur les TRX ou les Raptors des fois, quand ils veulent que le véhicule soit tout beau, ils vont peinturer les ailes. Oui, mais en tout cas, est-ce que ça va rester comme ça? Moi, je suis pas sûre. Je pense que ça va être graffiné. Bon, parlant du Salon de l'Auto Toronto, oui, il revient en force. Oui, il y a plus de manufacturiers qui ont participé cette année. Ford est de retour, puis d'autres gens. Il y en avait Volvo, il y avait Polestar. Habituellement, ça, c'est des gens qui lâchaient le Salon de l'Auto. On voit une amélioration, ça remonte. J'ai pas vu encore les chiffres d'attendance. De visite. De visite au Salon de l'Auto. Mais c'est pas revenu à ce que c'était avant la pandémie. Non. Toi, tu t'en es rendu compte. Oui, c'est sûr. Les gens normaux ne vont pas s'en rendre compte. Mais je vous rappelle, j'ai travaillé 100 000 fois à Toronto là-bas. Quand j'étais chez Ford, c'est sûr, certains, je vous donne un exemple de chez Ford, mais ça peut s'appliquer à plein de personnes. Mais là, regardez, chez Ford, ici, on voit tout le mur du Convention Center. Oui. Auparavant, c'était tout des murs Ford, bleus et blancs, des méga écrans. C'est tous des trucs qui coûtent très cher. Oui. On voit que ils sont de retour, mais ils ne sont pas de retour à 100%. Est-ce que ça va redevenir à 100% comme auparavant? Je ne penserais pas. Moi, je suis contente au moins que ça allait continuer d'upgrader, même si ce n'est pas revenu à 100%. Là. Parce qu'à un moment donné, on pensait que c'était vraiment sur le déclin et ça allait disparaître. Oui. Quand on ne voit pas des murs, quand il n'y a pas de lumière au plafond, quand c'est des rideaux et ces choses-là, c'est eu des coupures dans le budget. Oui. Ça, c'est des choses que des fois, monsieur, madame, tout le monde ne s'apercevront pas. Mais comme nous, on arrive, puis OK, eux, ils ont coupé tant de millions à peu près. On estime. Là, c'est sûr et certain, on est à Toronto, il y a beaucoup d'exotiques. C'est le marché d'exotiques, je pourrais dire, au Canada. Quand on pense à tout ce qui est Lambo, Ferrari, ces choses-là, on a un bon marché à Montréal, mais Toronto, ça reste un peu la capitale. Je pense que Toronto est number one, peut-être Vancouver numéro 2. Montréal numéro 3. Peut-être qu'il est égal à Vancouver, mais chaque fois que je vais à Vancouver, je vois de la grosse bagnole. Là. Je vois des gens asiatiques qui ont des véhicules assez chers et qui n'ont même pas leur permis encore. Oui, c'est ça. Parce qu'à Vancouver, ils ont comme un tag quand c'est des apprentis. Là. Des fois, je vois comme des Lambo et des Ferrari avec un tag d'apprenti dessus. Je suis comme ouf. Le kid, là, il s'est fait acheter toute une bébelle. Si quand tu étais justement à Vancouver, t'étais-tu chez Ford? Tu m'avais raconté, puis vous aviez un modèle, je sais pas si c'était comme
de préfabrique, puis le gars, je veux l'acheter. Non, c'était à Toronto, ça. C'était à Toronto. Le gars voulait l'acheter, un modèle comme de pré-production, puis t'étais comme non, puis t'étais comme je m'en fous, je vais payer. Le gars s'ostinait pour l'acheter. Ouais, c'est... Sur place. C'était la première fois que je dealais avec cette clientèle-là. Les gens qui ont vraiment beaucoup d'argent, puis qui veulent skipper la ligne, puis qui veulent respecter aucune loi. Puis, non, ça, c'était spécial. C'était à Toronto, c'est quand on avait sorti la Ford GT. Le gars est arrivé, je vais acheter la Ford GT, puis genre, je m'en fous combien tu veux. Puis... ouais. Puis là, quand j'y ai dit qu'il y avait comme une espèce d'entrevue, puis une façon de sélection... il s'en foutait, t'as quand je vais payer le double. Ouais, mais j'ai dit même si tu payes le double, ça ne marchera pas. Là, c'est comme si tu as dit non à un enfant qui s'est jamais fait dire non. Il était frustré, là. Mais, mon Dieu. Regardez, on a vu, quand je parle de voitures exotiques, qu'est-ce que je trouvais ça drôle, puis je vois que c'était à la mode, puis il y en a eu à Montréal aussi, puis je vois ça en ligne aussi. De plus en plus, ils font des petites voitures, des petites répliques. Mettons, vous avez comme une voiture de collection, vous pouvez avoir une petite réplique fonctionnelle de votre véhicule. J'ai vu Stradman l'autre jour, là, il s'est acheté une petite, je l'ai montré, il y a une petite Countach. Là. Cette Countach. Puis là, de plus en plus, on voit ça, là, les little cars. Là. On dirait que c'est comme un truc de riche, là, à ce temps, ils collectionnent les autos un peu gros comme un kart de golf. Là. Je vous rappelle, ceux qui nous écoutent en audio, là, on a toute une version vidéo qu'on vous montre les vidéos, tout ça. Là. C'est sûr et certain que on ne veut pas prioriser un ou l'autre, mais notre priorité est toujours en vidéo. Fait que si vous écoutez en audio, on vous invite toujours à venir voir la version vidéo. C'est toujours plus intéressant. Là, on peut voir vite fait, en arrière, il y avait la Pininfarina Battista. J'ai pas eu le temps de vraiment la filmer. Mais tu sais, quand il y a des clôtures, puis il y a 10 000 gars avec 10 000 caméras, ça devient difficile. Puis, on va être franc avec vous, là. On a passé plus de temps, mettons, on est moins pogné qu'à Montréal. À Montréal, là, ils nous kickent dehors à midi. Là. Moi, en tout cas, je trouve ça. Des fois, on a de la misère à faire tout qu'est-ce qu'on a à faire. À Toronto, on a jusqu'à 3 heures. Mais nous, on n'est pas resté jusqu'à 3 heures. On était rodés de se faire kick-out à midi. On courait. On courait bien qu'on s'en était à Montréal parce qu'on s'est tellement fait kick-out souvent à Montréal que tu sais, je fais une parenthèse. C'est une journée média. On est là pour faire du contenu. On est là pour faire de la promotion gratuitement. OK, ils nous laissent rentrer. Laisse-nous le temps de filmer. non, mais tu sais, on est là pour filmer, on est là pour faire de la promotion au Salon de l'Auto, on est là pour faire de la promotion à toutes les manufacturiers qui ont amené tous les trucs. Laissez-nous le temps de faire nos affaires. Puis ils ne nous payent pas. Là. Wow, j'arrête tout le monde. Là. Tout le monde pense qu'on se fait payer à toutes les 2 minutes. Là. non, on fait ça pour créer du contenu, puis après ça, vous donner. Puis après ça, si les gens aiment notre contenu, mais là, peut-être qu'on va avoir un certain revenu de ça. Puis il n'y a rien de garanti. Là. Laissez-nous faire ce qu'on a à faire. On s'est dépêché à Toronto parce que, premièrement, on était rodé. Puis, il y a un de nos amis chez Chevrolet, il nous a dit « Ah, il y a une tempête qui arrive cet après-midi. » Puis, justement, il y avait une tempête. Oui. Puis, dans le prochain épisode, on va vous parler de notre road trip en Buick Envista. Puis, ça n'a pas été comme on pensait. De notre retour dans la tempête. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que des fois, on peut rentrer en dedans puis être proche. Ça dépend comment ça dépend qu'on aura notre temps, puis ça dépend aussi de nos relations. Mais, la Battista était là, un très beau véhicule. C'est basé sur comme la Rimac. Il paraît qu'il faut dire Rimac, là, mais en tout cas, juste pour pas que vous êtes confus, là, je vais dire Rimac. Comme vous voyez, là, le Salon d'auto de Toronto, c'est assez grand. C'est assez gros. Il y a 2 méga pavillons. T'en as un que tu descends plusieurs étages là, avec des petites affaires un peu comme à Montréal, mais c'est pas. Comment je peux dire? Je veux pas insulter Montréal, mais à Montréal, j'aime pas ça. C'est mal fait. J'haïs ça, les étages, puis t'es obligé de suivre l'espèce de parcours. À Toronto, t'es un petit peu moins pogné dans le parcours. Oui. Il y a des journées que quand il y a plus de monde, ils t'obligent à suivre le parcours, mais t'es moins pogné. T'es plus comme dans une grande place que tu peux aller d'une place à l'autre, puis moi, je préfère ça. Ça, c'est un des pavillons. Il y avait l'autre. Auparavant, si je me rappelle bien, il y avait celui-là, puis il y avait aussi Skydome. Je ne sais pas s'il y avait le 3e pavillon en plus. Pour vous dire comment c'était gros dans le temps. Oui. Puis tu passais dehors là, dans des tunnels un peu comme dans un tempo là, pour aller au Skydome. Oui. Puis là, quand tu arrives au Skydome, ben, c'est pareil comme si tu tombais dans le stade olympique dans le temps. Fait que aller au Salon de l'Auto dans le temps, c'était pareil comme aller au stade olympique plus le centre des congrès. C'était énorme. Fait que c'était gros, là. Ah oui. T'arrivais là, dans le Skydome, là,
t'arrivais, mettons, chez GM ou chez Ford, c'était méga gros. Là. Tout ce qu'on voit là ça peut être une marque là, dans le temps. C'est signe pour vous dire. À quel point c'était gros avant. C'était gros, puis il y avait de l'argent là-dedans. On continue là-dedans. Là, on voit plusieurs marques. Je vais vous faire une autre affaire aussi. On va parler des buffers, comme je vous parle. Je parle des affaires. Dites-moi si vous aimez ça, les affaires un petit peu behind the scenes de salon de l'auto. Je sais que je suis deep là-dedans. Peut-être que j'ai passé trop de temps là-dedans puis je vous donne trop des affaires behind the scenes. Mais en même temps, les gens, des fois, ça les intéresse de savoir un peu. Oui. Un véhicule intéressant qu'on a vu, on est allé chez Subaru, on a vu le nouveau Forester. Méga changement pour le Forester. Vraiment. Moi, je vais vous dire, il y a bien des gens peut-être qui ne vont pas le reconnaître tellement qu'il a changé. Je le trouve beau, mais on dirait qu'il a perdu l'identité Subaru. Oui, mais c'est un peu la question qu'on a demandé. Est-ce que Subaru va se tourner vers un peu ce design-là ou le Forester fait un peu son affaire à part des autres Subaru, tu comprends? Oui, puis il pouvait pas s'annoncer, il pouvait pas s'avancer un peu sur le sujet. Je comprends ça. Puis, tu sais, je fais une parenthèse. Chez Subaru, le monde sont super gentils. Oui. On tombe pas trop dans nos espèces de behind the scene public relations. Mais tu sais, ceux qui sont sharp, ceux qui sont gentils, moi, je leur lève mon chapeau. Oui. Chez Subaru, il y a au moins 5 ou 6 personnes qui sont venues me parler. Ils nous ont réinvités dans leur boat. Ils disent, tu veux-tu rentrer dans l'auto? S'il y avait un auto qui était barré, viens la filmer, viens rentrer dedans. T'as-tu vu tel produit et telle affaire? On a telle affaire. Ils sont sharp, c'est Subaru. Ils l'ont l'affaire. Tu sais, ils bullshit pas. Mettons, c'est ça que j'apprécie d'eux. Mettons qu'on leur pose une question et ils sont comme, je peux pas te répondre. Ils disent pas, un affaire mystérieux, changer de sujet, réponse politique inventée, puis après ça, changer de sujet, puis comme, contente-toi de ça. Tu sais, ils répondent. Non, je peux pas en parler encore. Mais c'est parfait, on respecte ça 100 fois plus. Ah oui, totalement. Puis on a vu la nouvelle WRX RS. Très intéressant, avec les nouveaux sièges Recaro dedans. Des beaux sièges, des breaks Brembo. C'est un modèle qu'on a super hâte d'essayer. Oui, c'est plate qu'il n'y a pas de STI et ces choses-là. Mais, tu sais, je vais vous dire, après avoir jasé, puis c'est pas la réponse officielle qu'ils m'ont donnée. Je vous dis pas que c'est officiel, mais c'est mon avis à moi. Avec les questions que j'ai posées puis le feedback que j'ai eu de ces questions-là. C'est l'interprétation. C'est mon interprétation et non la réponse de Subaru. Mais en gros, ils font plus d'STI à cause des émissions. T'sais, ils ne peuvent pas littéralement faire un nouveau moteur, faire la STI qui va répondre aux émissions. Puis je pense que le moteur actuel qu'ils ont, il doit être limite avec les émissions. Fait que s'ils boostent, ils passeront plus. Mettons, ils mettent des plus gros injecteurs, ils mettent un plus gros turbo, un plus gros intercooler, peu importe, ils le recalibrent, il ne passera pas les émissions. C'est ça. Puis ils n'ont pas assez de véhicules dans leur flotte pour égaliser la popularité du STI. Oui. Parce qu'on se dit, les Solterra, on n'en voit pas souvent. Tu sais, l'affaire qui se passe aussi, puis c'est un peu ça, c'est les gens doivent comprendre ça. C'est pas le manufacturier souvent qui devient moins passionné. Qui est comme, je vais enlever la STI, je vais l'enlever à tout le monde, puis on s'en fout. Non, ils ont comme pas le choix de se plier à des normes gouvernementales et politiques. Puis moi, je pense que ça vient pas d'eux. Je pense que c'est une des raisons pourquoi il y a beaucoup de CVT chez Subaru, parce qu'un CVT, c'est plus facile à calibrer pour respecter les émissions, à mon avis, dans ma logique mécanique. Là, parce que c'est pas tu vois-tu, il n'y a pas il lâche pas le gaz. Tu vois-tu, quand tu réaccélères dans une vitesse, c'est ça qui va prendre beaucoup de gaz parce que là, ton throttle, il va fermer puis réouvrir. Puis quand il réouvre, c'est là qu'il va repousser plus d'émissions. En tout cas, ça fait du sens dans ma tête. Oui. Quand tu roules CVT, mais lui, c'est graduel. Fait que, tu sais, il n'y a pas de fluctuation dans le throttle. C'est comme un skidoo. Fait que d'après moi, ça, c'est plus facile, respecter les émissions en ayant une transition CVT. Puis, on va se dire, les moteurs Boxster, c'est pas les moteurs les plus économiques. Ils ont beaucoup d'avantages, mais je suis sûr qu'il faut qu'ils peaufinent plus pour faire passer leur moteur Boxster aux émissions. Probablement. Puis, tu sais, il y a quelque chose aussi en discutant avec les gens, puis en essayant de plus en plus de modèles aussi, dans la dernière année, qu'on a remarqué. Souvent, ça, c'est de n'importe quel manufacturier, là. On remarque qu'on dirait que les véhicules sont mal calibrés, puis on est comme, voyons, on sent que le véhicule est plus capable. Le véhicule, c'est pas stable comment il va répondre quand on pèse, mettons, sur l'accélérateur et tout.
tu sais, c'est pas prévoyable à chaque fois. Puis, on s'est aperçu que, oui, c'est probablement informatique, mettons, c'est volontaire. C'est pas un problème de calibration. C'est juste que c'est calibré pour les émissions. Ils sont trop stricts. Ça. Ils sont trop stricts. Puis là, dernièrement, c'est littéralement une question politique. Là, ils l'ont dit, là. Il paraît que Biden va slacker des lois sur les émissions parce que ils se voient que les gens ils n'aiment pas ça. Il y a des gens qui peut-être qu'ils ont des difficultés dans leur industrie. Mm-hmm. Puis il y a des grosses industries là-dedans. L'automobile. Puis on ne rentrera pas dans l'histoire politique, mais des fois, il va y avoir des groupes d'union qui vont décider qu'ils vont tous voter pour un bord ou l'autre. Mais là, tous les gens qui ont des concessionnaires, les automakers, les ci, les ça, quand ils voient qu'ils poussent trop vers l'électrique, ils perdent leur job parce que là, ça prend moins d'employés pour faire des véhicules électriques ou des fois, ça coûte trop cher les faire aux États-Unis. Fait qu'ils switchent au Mexique, ces choses-là. Là, les gens vont dire, les gens se fâchent. Puis... je vais voter pour l'autre qui est plus lousse sur les lois d'émissions puis d'environnement. Mm-hmm. Il y a tout le temps un sweet spot, je pourrais dire, dans les lois d'environnement. C'est beau à un moment donné aller côté de l'environnement, mais si ça coûte trop d'argent puis ça saigne trop de gens, c'est un cercle vicieux, c'est pas mieux. Puis tu sais, là, on va se dire vraies affaires. Tu sais, là, dernièrement, puis personne n'en a parlé, là, tu sais, ça l'a sorti. Il y en a d'autres qui se font prendre à tricher les émissions. Là, moi, ce que je pense, personnellement, là, c'est que quand il y a des nouvelles lois d'émissions et tout, il y a comme un peu, tout le monde, des manières de tricher. Mais est-ce que ton véhicule est 100% propre et il ne salit pas l'environnement? Non. Ça a toujours été ça. Puis là, véhicule électrique ou véhicule à gaz, peu importe, peut-être ton véhicule est mieux quand tu t'en sers, mais sa durée de vie, puis après que tu t'en sois servi ou ce qu'ils vont le domper, c'est pas mieux pour l'environnement. Tu sais, chacun a ses pour et contre. Je regardais une émission à la télé l'autre fois, je pense que ça venait de la France, puis il disait, selon le poids, quand un véhicule est vraiment pesant, comme un gros VUS électrique, il vient avec une dette d'environnement, là, d'émissions de 100 000 km. Il faut que tu fasses au moins 100 000 km avec le véhicule pour revenir égal à un véhicule à essence. Encore là, ça dépend de c'est quoi ta charte que tu prends pour juger. Non, mais je viens de dire, les gens qui vont s'acheter ces gros VUS-là électriques, ils vont pas faire 100 000 km avec. Non. Ils vont faire 20, 30 000, ils vont le flipper, puis leur flipper, puis leur flipper. C'est comme 100 fois plus pire côté pollution, là. Mm-hmm. Tu sais, on nous va me dire, oui, mais l'autre qui va l'acheter usagé, l'affaire qu'il y a, en tout cas, c'est tout le temps une question. Le truc que tu as acheté, tu l'as-tu vraiment recyclé? Tu sais-tu où ils l'ont mis quand tu l'as envoyé au recyclage? Oui, c'est ça. Tu l'as réutilisé? Y a-tu vraiment une autre personne qui l'a réutilisé? Oui, dans l'automobile, l'automobile, c'est une des places qu'il y a le plus de recyclage, justement. Oui. Mais bon, on continue dans les sons. On tombe pas là-dedans. C'est ça, encore une fois, on a vu beaucoup d'exotiques. On a vu la nouvelle Lamborghini Revuelto. Très belle en vrai. À côté, il y avait une Countach, tout ça. C'est sûr et certain, encore une fois, à Toronto, là, il y a beaucoup de gens qui ont le budget pour ça. Bugatti, tout ça. La grosse vedette aussi qui était là-bas, puis la raison pourquoi aussi que Matt Rimac était là-bas. Mm-hmm. Que le gars Rimac était là-bas. Qui avait amené leur véhicule. Très beau en vrai. Oui. Un véhicule que j'ai vu souvent dans les jeux vidéo, ces choses-là, mais en vrai, il paraît très bien. C'est le véhicule électrique le plus rapide au monde. Oui. La Battista, la Pininfarina Battista, c'est la même chose. Là. Les deux, je pense qu'ils ont gardé un petit peu plus de jus pour la Rimac, là, mais c'est le même véhicule. Je ne sais pas si j'aime mieux la Rimac ou la Battista. C'est juste que la Battista, on dirait qu'elle est plus belle, mais on dirait que c'est comme le body kit de la Rimac, fait que ça y enlève un petit peu de prestige, je sais pas. Oui, moi je préfère celle-là. Là-bas, il y avait plusieurs célébrités aussi. Il y avait Richard Hammond. On l'a pas vu en vrai. Il y avait beaucoup de monde qui le suivait. Bon, on l'a vu de loin. Je ne l'ai pas vu à côté de moi, mais il y a un autre journaliste qui l'a vu de proche et me dit qu'il était très petit. Oui. Oui. Fait que non, ça c'est plate, on n'a pas pu prendre de photo avec.
Nouvelle Rolls-Royce Spectre, 100% électrique. Très beau modèle en vrai. Là, on tombe dans plus dans des espèces de gros GT, grosse Bentley décapotable. Même chose, Aston Martin, tout ça. Des très beaux véhicules en vrai. Qu'on aimerait avoir à l'essai. C'est ça. On continue dans notre visite. On est allé chez Volvo avec le nouveau Volvo EX90, si je me rappelle bien. Très beau véhicule, je pourrais dire, il est bien réussi. Il ressemble beaucoup à l'ancien, mais version électrique. Un beau modèle intéressant. J'aime beaucoup le derrière. Regarde, le derrière était bien réussi, je trouve, avec ses lignes. On voit qu'il y a de l'inspiration Polestar, mais quand même, ils gardent leur identité Volvo. Oui, là, il paraît qu'il a fallu... Là, Volvo n'est plus en contrôle là, de Polestar. Là, dernière nouvelle, là, il a fallu qu'il donne le contrôle 100% à Tata Motors. Là. Fait que je ne sais pas comment ça va affecter Polestar. Là. On a fait un arrêt rapide chez Lincoln. On est allé voir le nouveau Aviator puis le nouveau Nautilus. Le Nautilus est rendu sur sa propre plateforme maintenant. Nautilus, c'était comme un peu le Edge chez Lincoln. Puis là, à cause qu'il est tellement populaire en Chine, il a sa propre plateforme, mais il n'y aura pas de Edge sur notre marché. Un véhicule, il ne faut pas oublier, Lincoln, ils mettent beaucoup d'emphase puis d'efforts sur le luxe. On a eu la chance aussi de voir à l'intérieur. Regardez le nouvel écran, c'est assez extraordinaire. C'est vraiment futuriste, spaceship. Oui. Là. Moi, j'ai aimé ça, l'écran, parce que regarde, là, je sais pas si tu peux faire pause aux vidéos. Elle va vraiment d'un bout à l'autre, OK? Mais, tu sais, des fois, ça fait un peu trop buzzy, comme on peut dire. Tu sais, ça occupe vraiment l'espace puis les yeux. Mais on peut fermer la moitié de l'écran puis ramener ça d'un côté. Tu sais, mettons la nuit ou quoi, on est fatigué d'avoir tout le tableau de bord qui flash d'un bout à l'autre, mais on peut la ramener. Puis ça, je trouve ça génial qu'ils ont fait ça. Ouais, mon ami Mitch chez Lincoln m'a tout montré comment on peut mettre ça off. Le volant est très petit, je trouve, il est carré, il est bizarre. Là. Oui, il y a une comme, shape. Pour donner une meilleure vision sur l'écran, là, je trouvais qu'il était bizarre le volant, là, mais Mitch, ça fait très longtemps qu'il travaille dans l'équipe Lincoln et il a très bien répondu chez Lincoln. Un modèle que j'avais oublié de filmer au salon Loto de Montréal, c'était le Kia Sorento. Je trouve que le modèle est plus carré, encore là, une fois, un petit peu une espèce d'Equinox. Oui. Je trouve qu'il était très beau, puis ça valait la peine de s'attarder à regarder au modèle. Puis en vrai, il paraît très bien. Chez Kia, encore une fois, ils font une super bonne job côté design. Fait que regarde les lumières en arrière, tout ça. Les roues sont spéciales. Même les mags, regarde. Oui, c'est ça. Tout est carré comme ça, c'est rare qu'on voit ça. Très beau. Surtout quand on pense à avant, que ça ressemblait. Ah, c'est fou, là. Kia, ça, c'est une marque qui renaît de ses cendres. Ouais. Comme un phoenix. Fait que, qu'est-ce que je voulais dire? Ça, c'est des choses behind the scenes, puis j'en ai parlé là-bas un peu avec les manufacturiers. J'appelle ça des buffers. À Montréal, ils ont fait des buffers avec toutes sortes d'affaires. Là. Des bateaux, des side-by-side, des 4 roues. J'ai rien contre ça, mais moi, ça défait mon expérience, je pourrais dire, automobile. Puis je trouve, des fois, oui, peut-être c'est le fun pour du monde, mais tu sais, moi, je m'excuse, mais si je veux voir des bateaux, je vais aller au salon du bateau. Ouais. Si je veux voir des side-by-side puis des 4 roues, je vais aller au salon du side-by-side puis whatever. Tu sais, ils font ça vraiment pour remplir les trous et que ça ait l'air occupé. Ça a l'air occupé. Ouais. À Toronto aussi, ils ont des buffers. Ils trichent aussi. Moi, j'appelle ça tricher. OK? Dans mon jargon de salon de l'auto, il y a des places qu'on peut essayer des véhicules électriques à l'intérieur, puis aussi une espèce de Jeep Cam qu'on peut faire du off-road avec des 4XE. Ça prend extrêmement beaucoup de place. Auparavant, c'était plus de véhicules qu'on pouvait voir ou d'autres manufacturiers qui étaient là. Oui. Parlant de manufacturiers qui n'étaient pas là, tous les Allemands, là, Mercedes, BMW, Audi, n'étaient pas là. Non. Fait que normalement, ça aurait peut-être été genre Mercedes qui était là. Oui. Fait qu'il y a deux buffers. Il y a une place on essaie des véhicules électriques, puis il y a Jeep Camp. C'est cool. Au moins, ça reste automobile, puis les gens peuvent faire une expérience. Moi, dans mon temps, dans les salons d'auto, ça, c'était des trucs qui étaient à l'extérieur. Dans un autre building ou à l'extérieur. On a vu la nouvelle Fiat 500e. J'ai pas rentré dedans voir si je rentrais. La dernière fois, j'ai essayé de rentrer dans une Fiat 500, je rentrais pas. Un petit auto quand même mignon, 100% électrique. Je sais pas si ça va être un succès. On va dire Fiat au Canada et aux États-Unis, ça marche pas trop fort. Là. Mais quand même. Toi, tu trouves-tu mignon?
Il est mignon. C'est un char de fille. Sais-tu quoi? On dirait, tu le compares-tu au petit modèle de VinFast? Lequel tu préfères? L'autre est plus carré. Je sais pas. C'est 2 mini, là. Je les aurais mis dans les Little Cars. Tout le monde, il appelle ça des suppositoires. Ah, Seigneur. On a vu le fameux... Charger Daytona. Charger Daytona EV. Je fais une parenthèse, là, on est carrément chez Chrysler, chez Stellantis. Stellantis avait dit qu'elle n'allait pas être là. Là, on voit plein de chars spéciaux. Là, on a parlé avec les gens de chez Stellantis. C'est littéralement tous les concessionnaires de l'Ontario qui ont payé pour être là. Mais Stellantis, ils ont prêté comme des concepts pour rendre le show plus le fun. Plus le fun. C'est le fun. Puis là, tu sais, tous les véhicules qu'ils ont emmenés là, ils ont pu les emmener parce qu'ils n'étaient pas à Chicago. Oui. Fait que c'est un avantage pour le Salon de Toronto. Mais encore là, tu sais, Stellantis devrait comme participer. Oui. C'est comme rendu là, tu sais. C'est les dealers qui ont fait pas mal. Je trouve chaud qu'ils en mettent pas mal ses épaules de leur concessionnaire. Mais bon, c'est leurs affaires. Charger Daytona, en vrai, moi, je veux dire, il n'est pas plus beau, pas plus laid qu'en photo. C'était direct qu'est-ce que je m'attendais. Là, il mettait de la boucane, là, comme s'il ferait un show de boucane. Je ne sais pas trop quoi. Il faisait des tests quand on était là-bas. Beau modèle, j'ai hâte qu'est-ce que ça va avoir l'air sur la route. C'est sûr que je préfère celui-là à les espèces de photos qu'on a vues qu'il y en avait dans la rue, là, qui avait l'air plus à essence. Là. Je pense qu'il va y avoir une différence entre ceux à essence et ceux qui sont de 100% électriques. On a vu aussi le fameux Ram BEV. Là. Puis là, je vous rappelle, j'ai mis ça au clair un peu là-bas avec Stellantis là, parce que ça semblait mélangeant puis je voulais juste être sûr que je comprenais ce qui se passait. Oui. Fait que là, il y a une nouvelle génération de Ram qui s'en vient, les 2025. Il y a ça. Il y a le Ram Charger qui est un hybride branchable, fait un peu comme une Volt, qui n'est pas vraiment, tu sais, qui est vraiment comme 100% électrique, mais avec une génératrice à essence. Oui. Puis, il y a le BEV qui doit être un autre pick-up différent. Parce que moi, à un moment donné, je pensais que le Ram Charger aurait une version hybride puis une version 100% électrique, mais c'est pas le cas. Non, c'est 3 camions de serre. Il y a ce camion-là qui est 100% électrique, qui va être comme le Sierra EV, le Silverado EV, le Lightning. Puis, ils vont avoir plusieurs versions. Fait qu'ils vont avoir comme trois camions différents. Oui. 1500. Ça fait du sens, là. Un 100% électrique, un hybride avec génératrice à essence, puis un à essence. C'est ça. Là, on a vu le fameux 2025, le Tungsten. Il était là. Très beau camion. Très beau package aussi. Un beau redesign, tout ça. Les gens commencent à l'essayer là, aux États-Unis. On n'a pas été invités. Non, mais là, il y avait le nouveau Hurricane dedans. Ça, c'est un camion, c'est sûr et certain, on a hâte d'essayer. Voilà. Surtout le Tungsten, là, il y a un super système de son, tout le kit dedans. Il paraît bien. On le reconnaît. C'est pas... Comment je peux dire? En vrai, on le voit que c'est un nouveau 2025, mais tu sais, c'est pas un changement comme le Forester. Non, c'est pas le jour et la nuit. Là. C'est ça. Ça reste un bon vieux Ram 1500, là, mais j'étais content de les voir en vrai parce qu'on pensait même pas les voir en vrai. Là, regardez, on est allé chez Nissan un peu à côté, vous voyez plein de gens. Là, ils sont en train de dévoiler des deux concepts chez Infiniti. C'est des concepts. Là, comme le Ram BEV, là, ça va être pas sur la route de même. Chez Infiniti, ils ont sorti une espèce de Sport Car et une espèce de VUS. Je n'ai pas eu le temps de les filmer parce qu'il y a plein de monde. Oui. Mais c'est deux modèles qui ont l'air intéressants, mais ça reste des prototypes. On ne sait pas ce que ça va donner. C'est pas un vrai modèle. Là, c'est ça. Là, j'ai filmé ce petit Nissan Rogue-là parce que je trouvais qu'il était bien équipé. Toute version en route, là, avec tout plein d'équipements dessus. Je trouvais que ça lui donnait vraiment la belle gueule. Là. Ouais. Puis, il y avait un système d'échappement spécial au centre aussi, double, là, comme tu vois. Là. Ah oui. Nismo, toute la kit. Il était bien monté. Je trouvais ça qui était cool. Il nous a tapé dans l'œil. Ouais. Chez Tesla, je ne sais pas si c'était vraiment Tesla qui était là, ça se peut. On a vu la nouvelle Model 3 avec un nouveau design, plus slick. Là, ça reste le bon vieux Model 3 qu'on voit partout, là, surtout du derrière. Mais du devant, je trouve que ça fait du bien. Elle a l'air plus aérodynamique, elle a l'air plus slick, elle a l'air plus moderne. Oui. Un beau petit changement pour la Model 3. Juste l'avoir en autre couleur que blanc. Tu peux l'avoir sur... On a eu le temps de regarder un petit peu plus le Cybertruck. Il était un petit peu plus propre qu'à Montréal, mais il était aussi sale. Il était aussi sale. Puis, tu sais, regardez les gaps qu'il y a en avant ici. Là. Ça fait quoi l'hiver, ça? Quand la glace, puis quand tu roules
X nombre de temps, comme qu'on a fait en revenant de Toronto, là. J'aimerais pas ça avoir des gaps de même dans le devant de mon véhicule. Puis, il y a un detailer que je suis qui travaille dans les centres de l'auto, là. Puis, il prend des photos de proches là, du Cybertruck. Oui. Il est comme, je l'ai vu, je pense, un matin. Il posait une question, puis je trouvais ça drôle. Là. C'est ça comme, est-ce que c'est une table en stainless toute graffinée ou un panneau du Cybertruck? Puis là, le monde votait, puis c'était le Cybertruck, bien sûr. Oh non. De proche, c'est horrible. Là. Qu'est-ce que ça a l'air? Là? Écoute, moi, ce que je trouve effrayant, c'est que là, il y en a qui ont vu ça passer sur Internet, comme en Californie puis tout, il y a des propriétaires du Cybertruck que leur véhicule commence à rouiller. Et là, c'est pas ici, on parle pas encore d'ici au Québec. Là. Bon, on en a parlé dans l'épisode. On en a parlé, mais je veux dire, tu sais, si ça arrive en Californie, il va arriver quoi ici? Là? Non, c'est ça. Est-ce qu'il va se désagréger? Non. On dirait que Tesla rend ça un peu comme une montre... vintage, tu sais, dans le monde des montres, tu sais, ils appellent ça du patina, je sais pas trop quoi, là, tu sais, c'est comme, on voit que ton stainless ou ta montre... Patiné. Ouais, c'est comme il a pris de l'âge, là, puis ça montre que t'as une vieille montre. On dirait que c'est ça qu'ils veulent dire au Cybertruck. Avec l'âge, il va venir plus beau. Non, il va juste venir là, puis on va juste avoir l'air d'un... Un truc rouillé. Non, mais en gros, là, c'est comme ton produit rouille, mais toi, t'es en train de essayer de créer une tendance avec ton produit rouillé. Ouais. Non, c'est comme, c'est à la mode, chiale pas, c'est à la mode. Oui, exactement. Bon, plusieurs exotiques. McLaren, il y avait une SLR qui est super rare. Là. Il y en a quelques-unes dans le monde que j'ai vues. Il y avait aussi plusieurs Pagani, celle-là, avec le carbon fiber mauve. J'ai trouvé ça vraiment cool, mauve de même. Là. Ah ouais. Puis en vidéo, ça lui rend pas justice. Là. Non, C'était vraiment intense, en vrai. En vrai, c'est très, très intense. Un de mes gros coups de cœur du salon de l'auto, c'était vraiment la zone de air, tout en fibre de carbone comme ça, extrêmement agressive. C'est vraiment un véhicule de rêve. Là. C'est un spaceship là, exceptionnel, tout un véhicule. On a eu la chance de voir le Ineos Grenadier. Il y en a parmi vous qui aimeraient ça qu'on le mette à l'essai. Je ne sais pas s'il y en a au Canada. C'est sûr et certain que c'est un véhicule très intéressant. Ça ressemble beaucoup à une espèce de Land Rover, encore une fois, là, mais ça a un moteur BMW sur le capot, une transmission ZF, tout ça. C'est fait vraiment pour l'aventure en dedans. C'est vraiment comme rugged et militaire. C'est un véhicule qui est très, très, très intéressant. Je ne sais pas s'ils font beaucoup de ventes. C'est un véhicule assez unique, mais c'est le fun de le voir en vrai. Fait que... un beau petit modèle de ce côté-là. Puis il était dans un coin, moi, il a attiré notre œil, je pourrais dire. Ah ouais, nous, on l'a vu. on voit Eve qui prend des photos. Pour finir, OPP était là, le Ontario Police Patrol. Je ne sais pas c'est quoi OPP. Et avec toute leur flotte, leur skidoo, leur moto, ils ont des beaux... Ils ont un Hummer EV, ils ont plein de trucs, ils ont un gros round, tout ça. On dirait à Montréal, il y avait, je pense, j'ai vu un seul véhicule de police comme en sortant. En tout cas, je ne sais pas, mais là, ils prennent tout un bout. Ouais, c'est ça. Ils ont pas mal de budget de ce côté-là. Ah oui. Fait en gros, regardez, un bon salon d'auto, ça valait la peine. Je dirais que les visiteurs ne vont pas être déçus. Beaucoup d'exotiques, beaucoup de nouveautés, beaucoup de premières. Pendant qu'on enregistre ça, il est encore actif. Fait que je pense qu'il finit dans quelques jours. Fait que si vous êtes dans le coin de Toronto, ça vaut la peine d'aller visiter ça. Je pense que c'est... comment je pourrais dire? Auparavant, Toronto, c'était un salon d'auto global. Il ne l'est plus maintenant, c'est ça qu'on m'a dit. Il y avait des lancements globaux qui se faisaient à Toronto. Je pense maintenant c'est toutes des premières canadiennes qui se font là-bas, plus globales comme auparavant. C'est sûr, certain, il y a une espèce de overlap avec Chicago. Ça aide pas, ça a toujours été le cas. Mais je pense que c'est le meilleur salon de l'auto au Canada. Montréal était toujours en deuxième position. Je ne sais pas si Vancouver a steppé up cette année, mais je pense que Montréal maintenant doit être à peu près égal à Vancouver. Oui. De ce côté-là. Fait que non, moi aussi, j'ai vraiment aimé le salon de Toronto. Quelqu'un qui nous demanderait « Hey, ça vaut-il la peine si j'ai rien à faire? Je veux descendre, aller voir là-bas le salon de l'auto. » Je dirais que oui. Je dirais, si vous êtes quelqu'un que dans les 10 à 12 dernières années, vous êtes toujours allé, c'est pas aussi gros qu'avant, mais ça a vraiment repris du poil de la bête, là, de beaucoup. Là.
Oui, mais Toronto, attacher votre truc, c'est une activité familiale qui coûte cher. C'est ça. Je pense que c'est un bon 25 $ par personne. Parking, c'est peut-être un 50 $. Manger, etc. C'est une bonne activité. Mm-hmm. Si vous êtes 4 ou plus que 4, là, ça fait quand même une grosse sortie. Là. Je pourrais dire, on va se dire tout est cher de nos jours, mais c'est quand même... si vous êtes dans le coin là-bas, comment je pourrais dire? Moi, je ne descendrais pas là-bas si vous n'êtes pas dans l'industrie pour aller voir le centre d'auto. Le monde y allait avant. Je me souviens, il y a des gens qui venaient à Montréal et disaient, moi, je suis venu à Toronto parce que j'aime les centres d'auto et ça vaut la peine. T'sais, avant, c'était vraiment big. Ouais. C'était vraiment gros. Puis il y avait quasiment... Tu sais, je vais être franc avec toi, là, Eve. Là, moi, dans le temps, je travaillais chez GM, là, en 2007, là, 2006-2007, on faisait des tours de magie sur un stage. On faisait disparaître un char. Ah ouais. C'est plus ça. Non, c'est plus ça pendant tout, là. Il y a certains manufacturiers qui l'ont fait, ce tour-là. Ça sont juste pas pointés, mais bon. Non, mais c'est ça qui m'écoeure. Je vais finir sur cette note-là. Oui. C'est que moi, quand j'étais jeune, que j'allais au salon d'auto, j'aimais ça aller voir toutes les marques. Puis que toutes les marques étaient là. Tu sais, Jaguar était là, Land Rover était là, Mercedes était là, BMW était là, Lamborghini était là, Ferrari était là. Tu sais, c'est plus le cas. Tu sais, mettons, il en manque un, c'est pas la fin du monde. Mais là, tu sais, il en manque tellement des méga gros que ça fait tout le temps une coche à l'expérience, à la visite du salon. Moi, je vais être franche, c'est sûr, là, c'est plus comparable à avant. Mais au moins, ça l'a remonté, comme j'ai dit tantôt. C'est côté business, moi, qui me stresse. Parce que pour que les salons continuent et ça redevienne gros, il faut gérer ça comme il faut côté business. Là, de ce que je comprends, c'est que plus qu'il y en a qui s'enlèvent, plus que les prix vont monter pour les autres, à un moment donné, tu es en train d'égorger tout le monde. Tu comprends? Oui, c'est ça. C'est ça qui me stresse. L'affaire qu'il y a, sans rentrer dans les détails de behind the scenes, puis je dis pas le pourquoi de où est-ce que j'ai mes sources, tout ça, c'est que les convention centers ont continué d'augmenter leur prix. Oui. Tu sais, après le COVID, là, quand ils ont vu que tout le monde lâchait, puis il n'y a presque plus de manufacturiers qui embarquaient, ils auraient dû garder leur prix stable ou les réduire pour attirer plus de manufacturiers. Ils ont continué à être greedy puis d'augmenter. Oui, je ne sais pas comment ça marche. Peut-être qu'il y a des frais, peut-être qu'ils ne rentrent pas assez dans leur argent. Je ne sais pas. C'est sûr que c'est tout. Qu'est-ce qu'on m'a dit, c'est qu'ils continuent toujours à charger plus cher. Puis moi, de ce que j'ai compris, c'est que quand un débarque, les frais se dispatchent sur les autres. Je sais pas, j'ai bien compris, là. C'est en toute discrétion, là. Mais ça, à un moment donné, il va falloir que ça se place parce que, regarde, les gens... On est, tu vas être le seul à payer pour tout le Convention Center? Tu comprends? Non, c'est ça. Puis je pense que, je sais pas, là, mais je pense que c'est un des shows qui se passe dans ces places-là qui attire le plus de gens, à mon avis, à moi. Oui. Je sais pas si d'autres conventions, là, comment tu sais, ceux qui se déguisent, là, les nerds. Les Comic-Con. Les Comic-Con, des affaires-là. Tu sais, ça peut-être, je sais pas si ça attire plus de monde, mais tu sais, j'ai rien en tête qui me fait comme... Peut-être c'est moi qui est trop dans mon monde automobile. Sûrement. Peut-être. Regardez, dites-nous dans les commentaires quel est votre modèle favori que vous avez vu dans notre décompte du Salon Auto de Toronto. Y a-t-il un modèle en particulier qu'on a oublié ou peut-être qu'on n'a pas vu dans un coin? Il y a des coins qu'on n'a pas été. On n'a pas fait tous les coins. Comme je vous dis, quand on a su qu'il y avait une tempête qui arrivait, on a coupé ça court puis on s'est mis sur notre chemin de retour. Fait que manquez pas le prochain épisode parce que c'est une pas pire aventure. C'est ça. Donc, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Et on se retrouve dans un prochain podcast.